Bienvenue sur la chaîne YouTube Physicien Toons et dans cette vidéo, on vous présente un cours de magnétostatique où on va étudier la force de Laplace, la force de Lorentz et déterminer le champ magnétique à travers la loi de Biot-Savart. En premier lieu, on doit bien savoir la différence entre l'électrostatique et la magnétostatique. Pour l'électrostatique, on étudie des charges fixes au point A et au point B. Donc les charges sont immobiles, ils sont statiques, il n'y a pas un mouvement des charges. Donc on a des charges fixes au point A et des charges fixes au point B. Les charges au point A créent un potentiel VA et les charges au point B créent un potentiel VB. Donc, la différence de potentiel génère un champ électrostatique défini par E égale à moins dV sur dr. Alors que pour la magnétostatique, on étudie des charges mobiles. Donc, les charges se déplacent du point A vers le point B, ce qui crée un courant électrique I. Donc, par définition, le courant électrique, c'est un déplacement ou écoulement des charges électriques caractérisé par un sens de déplacement et une intensité bien déterminée. Ce mouvement des particules chargées est caractérisé par une densité volumique des charges, c'est-à-dire le nombre de porteurs de charge par unité de volume, la charge de la particule Q et la vitesse de la particule V. Ces trois paramètres définissent le vecteur densité volumique du courant J égale à N étoile Q fois V. Ce vecteur est nommé densité volumique du courant, mais sans unité et ampère par mètre au carré. On peut bien démontrer cette relation en considérant un cylindre de longueur infinie et on va prendre un élément de longueur de ce cylindre infiniment long, on l'appelle L. Donc la longueur L, c'est la vitesse fois le temps nécessaire pour parcourir cette distance L. Donc L égale à V fois dt. Il est caractérisé par sa section S. Donc l'élément de volume dV est égal à S fois L, c'est-à-dire la surface de la section S fois la longueur élémentaire L, qui est égale à V dt. Donc dV égale à S fois V dt. Alors que, concernant le nombre de porteurs de charge, c'est la densité volumique des charges fois l'élément de volume. Donc, dN égale à N étoile fois dV. Et on a dV égale à S fois V dt. Donc, dN égale à N étoile S fois V fois dt. Dans ce cas, la charge totale est égale Q fois dN, donc la charge d'une particule fois le nombre de porteurs de charge. Donc dQ égale à Qn étoile S fois V dt. Et nous savons que I égale à dQ sur dt. dQ égale à Qn étoile S fois V dt, donc I est égal à N étoile Q fois V fois S. Ainsi que la vitesse V, c'est le vecteur vitesse porté par le vecteur normal n. De même, la section S est le vecteur S porté par le vecteur normal n. Donc, I égale N étoile Q, vecteur V, scalaire, vecteur S. I exprimé en ampères et S est exprimé en mètres carrés. Donc, ce terme N étoile Q fois V est exprimé en ampères mètre moins 2 et c'est que le vecteur densité volumique du courant J. Donc, les équations à retenir sont J égale à N étoile Q fois V et I égale à J scalaire S. Donc, à travers ces deux équations, et ça dépend des données de chaque exercice, on peut déterminer les paramètres demandés. Donc, l'intensité du courant électrique qui traverse une surface L quelconque délimitée par un contour C est égale au flux de la densité volumique du courant à travers la surface S. Donc, I égale à l'intégrale double de J ds. La loi d'Ohm définit le rapport entre la différence de potentiel entre deux points qui est la tension V et le courant qui le traverse I est constant et correspond à la résistance du conducteur exprimée en ohm. Donc, V sur I égale à R. Donc, V égale à R fois I. Donc, c'est la loi d'Ohm. La tension est égale à la résistance fois l'intensité du courant. Ainsi, on a une forme locale de la loi d'Ohm qui énonce qu'en tout point M d'un conducteur de conductivité sigma, l'existence d'un champ électrostatique E entraîne l'apparition d'une densité du courant J dont l'expression est donnée par J égale à sigma fois E. Comment on démontre cette forme locale de la loi d'Ohm? On sait bien que
E égale à moins dV sur 2R. Donc, dV égale à moins E de L. Donc, l'intégrale de dV égale à moins E l'intégrale de dL. Donc, V égale à E fois L. Et on a déjà trouvé que V égale à R fois I. Donc, EI est égal à J fois S. Donc, on peut dire que E fois L est égal à R fois J fois S. Donc, la densité volumique du courant J est égale à 1 sur R multiplié par L sur S multiplié par E. Et on sait bien que 1 sur R, c'est la conductance G, c'est l'inverse de la résistance. Donc, J, c'est écrit de la forme G fois L sur S fois E. L'unité de L sur S, c'est mètre moins 1. Donc, on a une longueur exprimée en mètres divisée par une surface exprimée en mètres au carré. Donc, l'unité, c'est mètre moins 1. Et la conductance multipliée par L sur S, c'est la conductivité électrique sigma exprimée en Siemens mètre moins 1. Donc, on peut bien dire que la densité volumique du courant J est égale à sigma fois E. Passons maintenant au champ magnétique. Le voisinage d'un aimant est caractérisé par l'existence d'un champ magnétique de la même manière qu'un champ électrostatique autour d'une charge, ainsi qu'il existe au voisinage des circuits électriques. L'unité du champ magnétique, c'est le Tesla. Les lignes de champ magnétique se dirigent toujours du pôle nord vers le pôle sud. Donc ici, on constate qu'il est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Comme pour l'électrostatique, l'existence d'un champ électrostatique entraîne une force électrostatique. De même, l'existence d'un champ magnétique entraîne une force magnétique. On a deux types de forces magnétiques, la force de Lorentz et la force de Laplace. En premier lieu, on va s'intéresser à la force de Lorentz. Donc, si une particule de charge Q se déplace avec une vitesse v dans un référentiel où règne un champ magnétique B, elle est soumise à une force petit f, dite force de Lorentz, et définie par petit f égale à Q fois V vectoriel B. Donc la force de Lorentz, c'est la charge Q suivant la direction de la vitesse V vectoriel le champ magnétique B. Et comment on détermine les directions ces trois vecteurs F, V et B? C'est la règle des trois doigts de la main droite. Donc, le pouce nous donne la direction de Q fois V, l'index nous donne la direction du champ B, alors que le majeur nous donne la direction de la force F qui est égale Q fois V vectoriel B. Donc, on doit s'entraîner à appliquer la règle de trois doigts pour bien déterminer la direction du champ magnétique. Si la vitesse V a la même direction que le champ B, leur produit vectoriel est nul. On sait bien que deux vecteurs collinéaires, leur produit vectoriel est nul. Donc la particule ne subit pas de force dans le cas où la vitesse et le champ B sont portés par la même direction. On peut calculer le module de la force de Lorentz qui est défini par le module de la force F est égal à Q fois V fois B fois sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur B et le vecteur vitesse V. Si la vitesse et le champ B sont perpendiculaires, donc alpha égale à pi sur 2, donc sinus alpha égale à 1, donc le module de la force de Lorentz n'est que Q fois V fois B. Une autre propriété, la force de Lorentz est perpendiculaire à la fois à la vitesse V et au champ magnétique B. Donc, elle est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs V et B. Le travail de la force de Lorentz est nul puisque dW égale F fois dL. dL, c'est la vitesse fois le temps dt. Donc, dW égale F scalaire V dt. Or, la force F est perpendiculaire à la vitesse V. Donc, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, le travail dW égale 0. On s'intéresse maintenant à la force de Laplace. Pour la force de Lorentz, on parle des particules de charge Q. Alors que pour la force de Laplace, on parle d'un courant I. Donc, lorsqu'un fil conducteur parcouru par un courant I, placé dans un référentiel où règne un champ magnétique B, chaque élément de L de fil est soumis à une force dite force élémentaire de Laplace définie par dF égale à I dL vectoriel B. Donc pour la force de Lorentz,
F égale à Q fois V vectoriel B, alors que pour la force de la place, la force élémentaire DF égale à I dL vectoriel B. La direction de la force de la place est perpendiculaire au plan formé par DL et B. Son sens est à déterminer par la règle de 3 doigts de la main droite, ou le pouce pour la direction de I, l'index pour la direction de B et le majeur pour la direction de la force de la place. Donc, on doit s'entraîner à utiliser la main droite pour déterminer la direction soit de la force, soit du champ, soit du courant I. La norme de la force de la place est définie par I fois B fois L sinus alpha, avec alpha c'est l'angle entre I et B. Si alpha égale à pi sur 2, donc I est perpendiculaire à B, sinus alpha égale à 1, donc F égale à I fois B fois L, donc c'est sa valeur maximale. Alors que si alpha égale à 0, c'est-à-dire I et B sont dans le même sens, sinus alpha égale à 0, donc la force de la place est nulle. Passons maintenant à la loi de Biot et Savart qui énonce que dans le cas d'un circuit filiforme fermé, parcouru par un courant I, le champ magnétique créé par le circuit en un point M de l'espace est défini par B de M égale à mu0 sur 4pi, l'intégrale de I dl vectoriel Pm sur Pm à la puissance 3. On s'intéresse maintenant à quelques applications de ce qu'on a déjà vu. Première question, calculer la vitesse des charges libres dans un fil conducteur cylindrique et homogène de section S égale à 2,5 mm² parcouru par un courant de 10 A, sachant que la densité volumique des porteurs de charge est égale à 0,83 10 à la puissance 29 m-3. Donc, on doit calculer la vitesse de ces charges. D'après ces données, on peut établir la vitesse des charges libres à partir de l'expression de la densité du courant J. Donc, on a déjà dit que J égale N étoile Q fois V. Donc, la vitesse V est égale à J divisé par N étoile fois Q. Avec N étoile, c'est la densité volumique des porteurs de charge qu'on a déjà dit qu'elle est égale à 0,83 10 à la puissance 29 m-3. Q, c'est la valeur de la charge qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, on doit déterminer J. J, on peut la calculer par la relation qu'on a déjà vue, I égale à J fois S. Donc, J égale à I sur S. Avec I, c'est le courant qui parcouru sur la surface S. I égale à 10 ampères et S égale à 2,5 mm². Donc, elle est égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 mètres au carré. En calculant J, on trouve qu'elle est égale à 4 fois 10 à la puissance 6 ampères mètre moins 2. Donc, on a la valeur de la densité volumique du courant J, on a la valeur de Q, la valeur de N étoile. Donc, on peut calculer la vitesse qui est égale à J sur N étoile fois Q, qui est égale à 3,1 10 à la puissance moins 4 mètres seconde moins 1. On peut bien vérifier la justesse de cette formule en étudiant le système des unités. On a déjà dit que V égale à J sur N étoile fois Q. L'unité de J, c'est ampère, mètre moins 2. L'unité de N étoile, c'est mètre moins 3. L'unité de charge, c'est coulomb, Q. Donc, l'unité de V égale à ampère, mètre par coulomb. D'autre part, I égale à dQ sur dt. Donc, ampère, c'est coulomb par seconde. Donc, coulomb, c'est ampère fois seconde. En remplaçant l'unité du coulomb dans cette formule, on obtient V égale à ampère mètre divisé par ampère seconde, ce qui nous donne mètre par seconde, qui est l'unité de la vitesse. Passons à un deuxième exemple. Soit deux conducteurs parallèles alimentés par un générateur de force électromotrice égale à 7,5 volts et de résistance interne R égale à 5 ohms. En plaçant une barrette métallique de résistance négligeable sur le déré, elle crée un court-circuit. Lorsque la barrette est dans l'interfère d'un aimant de forme U,
de largeur 4 cm et de norme B égale à 0,1 Tesla, on constate que la barrette se déplace en s'éloignant du générateur. Donc, on doit préciser l'épaule d'élément et calculer la force de la place agissant sur la barrette. Donc, on a deux données. Le sens du courant. Dans l'énoncé, s'écrit, on constate que la barrette se déplace en s'éloignant du générateur. La barrette s'éloigne sous l'effet de quoi? Sous l'effet de la force de la place. Donc, la direction de la force de la place est vers la gauche. Donc, en appliquant la méthode de 3 doigts de la main droite, on constate que le champ B est porté par ce sens. Et on a déjà dit que le champ magnétique se dirige du pôle nord vers le pôle sud. Donc, ce qui nous donne les pôles d'éléments. Ceci, la borne nord et ceci, la borne sud. Donc, deuxième question, calculer la force de la place agissant sur la barrette. Donc, on a déjà dit que les modules de la force de la place est égal à I fois B fois L fois sinus alpha. L'angle entre B et I, c'est pi sur 2. Donc, alpha égale à pi sur 2, sinus alpha égale à 1. Donc, la force F est égale à I fois B fois L. Avec B, c'est 0,1 Tesla. L, c'est la longueur d'élément où règne le champ magnétique, qui est égal à 4 cm, donc est égal à 0,04 m. Donc, on doit calculer I. Comment on détermine I? On peut calculer I à travers l'énoncé. En plaçant une barrette métallique de résistance négligeable sur le délai, elle crée un court-circuit. Lorsqu'on a un court-circuit, en appliquant la loi des mailles, E moins R fois I égale à 0. Puisqu'il y a un court-circuit. Donc, I égale à E sur R, avec E égale à 7,5 volts et R égale à 5 ohms. Donc, I égale à 1,5 ampères. Donc, on a I égale à 1,5 ampères, L égale à 0,04 mètres et B égale à 0,1 Tesla, ce qui donne que la force de la place F est égale à 0,006 Newton ou 6×10-3 Newton. On s'intéresse maintenant à calculer le champ magnétostatique et pour cela, on considère une spire circulaire de centre O et de rayon R et d'axe OZ parcourue par un courant uniforme d'intensité I. En utilisant la loi de Biot et Savart, exprimer le champ magnétique en un point M de l'axe de la spire, repéré par son abscisse Z sur l'axe OZ, O étant le centre de la spire. La loi de Biot et Savart énonce que le champ magnétique élémentaire dB égale à mu0 sur 4pi, idéal vectoriel Pm sur la distance Pm à la puissance 3. Dans ce cas, le déplacement élémentaire dl pour une spire est égal à R d phi U phi. Et pour le vecteur Pm, on peut l'écrire sous la forme PO plus OM. PO est égal à moins R euro plus, puisque le vecteur euro est dirigé vers l'extérieur, donc PO égale à moins R euro plus Z suivant K. Pour calculer les modules de la distance PM, on considère le triangle POM. C'est un triangle rectangle. Donc, la distance PM au carré est égale à R au carré plus Z au carré. Donc, le module de PM égale racine de R au carré plus Z au carré. Dans ce cas, on peut écrire que dB égale à mu0 sur 4pi fois I sur R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5. Donc, on a écrit le vecteur dL, vectoriel, le vecteur PM. En calculant ce produit vectoriel, on trouve qu'il est égal à R fois Z d phi euro plus R au carré d phi suivant K. Donc le champ B est égal à l'intégrale du champ élémentaire et qui est égal à mu0 sur 4pi fois I sur R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5, l'intégrale de R Z d phi euro plus R au carré d phi suivant K. Par raisonnement de symétrie, si on considère deux points symétriques par rapport au centre O, chaque point crée un champ élémentaire dB au point M. La somme de ces champs est portée par l'axe K. Donc, les composantes radiales s'annulent et les composantes suivant l'axe Z s'ajoutent. Donc, le champ total B n'a qu'une seule composante qui est suivant K. Donc, B de M est égal à mu0 sur 4pi fois I R au carré sur
R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5 fois l'intégrale de défi entre 0 et dpi, ce qui nous donne que BDM égale à mu 0 I grand R au carré sur 2 R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5. Si on considère le triangle OPM, on constate que sinus alpha est égal à R sur PM. Donc, est égal à R sur racine de R au carré plus Z au carré. Ce qui nous permet d'écrire que le champ B peut s'écrire sous la forme mu 0 I sur 2R fois R à la puissance 3 sur R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5. Et ce terme n'est que sinus alpha à la puissance 3. Donc, on peut écrire le champ B sous la forme mu 0 I sur 2R fois sinus alpha à la puissance 3 suivant K. Et à partir de cette formule, on peut déterminer le champ B créé par un solénoïde. Donc, pour calculer le champ B créé par un solénoïde, en premier lieu, on considère un élément de longueur dz de ce solénoïde. Cet élément de longueur dz contient n fois dz spires, avec petit n, c'est grand N sur L, c'est-à-dire le nombre total des spires divisé par la longueur du solénoïde. Donc, le nombre des spires contenus dans l'élément de longueur dz égale à n dz. Et on sait bien qu'une seule spire génère un champ magnétique B égal à mu 0 I sur 2R fois sinus alpha à la puissance 3. Donc, le champ élémentaire créé par cet élément de solénoïde est égal à mu 0 I sur 2R fois le nombre des spires qui est égal à N fois dz fois sinus alpha à la puissance 3 porté par le vecteur K. Donc, il faut exprimer dz en fonction de alpha. Donc, on a tangente alpha est égale à R sur Z. Donc, si on considère ce triangle, on constate que tangente alpha est égale à R sur Z. Donc, Z égale à R sur tangente alpha. Donc, dz égale à moins R d alpha sur sinus au carré alpha. Donc, si on dérive 1 sur tangente alpha, c'est moins d alpha sur sinus au carré alpha. Dans ce cas, on peut écrire que dB est égal à mu 0 I sur 2R fois N fois moins R d phi sur sinus au carré alpha fois sinus alpha à la puissance 3, ce qui donne que B est égal à moins mu 0 I fois N sur 2 l'intégrale de sinus alpha d alpha entre alpha 1 et alpha 2. Cette intégrale est égale à moins cosinus alpha, donc si on fait les calculs, on trouve que le champ créé par un solénoïde est égal à mu 0 fois I fois N sur 2L, cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1 porté par K. Et si on considère que le solénoïde est infiniment long, alpha 2 tend vers 0 et alpha 1 tend vers pi. Donc cosinus alpha 2 égale à 1 et cosinus alpha 1 égale à moins 1. Donc 1 moins 1 est égal à 2. Donc dans le cas d'un solénoïde infiniment long, le champ magnétique est défini par mu 0 fois I fois N sur L. Avec N c'est le nombre des spires et L c'est la longueur du solénoïde.